Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 11 octobre 2023, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 37 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, coopération Mali-Russie, c'est plutôt le beau fixe. L'ambassadeur de la Fédération de Russie a été reçu hier en audience par le Premier ministre. Au centre des échanges, le renforcement de cette déjà fructueuse coopération. Au même moment, une forte délégation du gouvernement et du CNT prend part en Russie à la semaine russe de l'énergie qui s'ouvre aujourd'hui. Ce forum est destiné à présenter le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans ce secteur. Autre titre de l'actualité de ce 11 octobre 2023, c'est aujourd'hui qu'est célébrée la Journée internationale de la jeune fille. L'un des objectifs visés à travers la célébration de cette journée dans notre pays est de faire des plaidoyers en vue de sensibiliser la population sur les conditions des filles en matière de promotion et de protection de leurs droits. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui les déchets biomédicaux. La gestion de ce type de déchets est considérée par les spécialistes comme critique pour la sécurité publique et environnementale. Enfin, en sport, football, les Aigles sont en regroupement à Bamako et vont livrer 2 matchs amicaux dans le cadre de la dernière fenêtre FIFA avant la CAN Côte d'Ivoire 2023, dont le tirage au sort est prévu demain. Pour mémoire, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en 4 chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Les nôtres sont classés dans le chapeau 2. Aliou Matina viendra nous décortiquer tout cela dans 15 minutes exactement. Voilà pour le sommaire. Nous démarrons cette édition par cette audience à la primature. Je vous le disais en titre, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a été reçu hier après-midi à la primature. Avec le Premier ministre, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. La coopération russo-malienne est vieille de plusieurs décennies et se diversifie aujourd'hui, notamment à travers l'appui multiforme de la Fédération de Russie à notre pays. Écoutons Andreu Gromyko à sa sortie d'audience au micro de Alousseni Touré. Notre but, c'est toujours le même, c'est de développer, de renforcer et de consolider nos relations avec notre ami, le Mali. Il y a la coopération multiforme avec le Mali, notamment nous avons une bonne coopération au niveau international, y compris au sein des Nations Unies. Nous avons aussi un bon dialogue entre nous dans le domaine militaire et politique. Et je peux vous dire même qu'aujourd'hui même, nous avons eu un entretien téléphonique entre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le président de la transition, Assimi Goïta. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Maïga, nous avons toujours les sujets à discuter de notre coopération. Donc je connais Monsieur Maïga depuis longtemps. Et comme je l'ai déjà mentionné, nous coopérons beaucoup au niveau international, au sein du système des Nations Unies ou d'autres forums internationaux. Voilà, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Andreu Gromyko, à l'instant. Il a été reçu en audience hier par le Premier ministre. Le diplomate russe était interrogé par Alousseni Touré. Nous allons rester sur le registre de cette coopération bilatérale au moment où l'ambassadeur de Russie est reçu à la primature. Une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances arrivait hier à Moscou pour prendre part à la semaine russe de l'énergie qui s'ouvre aujourd'hui. La semaine russe de l'énergie est un forum destiné à présenter le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. La délégation malienne est composée de 5 membres du gouvernement, de leurs collaborateurs, ainsi que des présidents des 2 commissions du Conseil national de transition. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly.
Une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe, loin d'être inédite, la visite du jour vise à poser des jalons supplémentaires dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique existant désormais entre le Mali et la Fédération de Russie. La délégation malienne, avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances, comprend, outre ses collègues de l'industrie et du commerce, des infrastructures et des transports, de l'énergie et de l'eau, des mines, leurs proches collaborateurs, ainsi que les présidents des commissions en charge du développement rural, de l'énergie et des mines du Conseil national de transition et d'autres personnalités. Cette importante délégation est donc invitée par les autorités russes à prendre part à la semaine russe de l'énergie qui se tient du 11 au 13 octobre 2023. Un rendez-vous destiné à présenter au monde entier le potentiel énergétique russe et à développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie, du pétrole au gaz en passant par l'électrique, le nucléaire, sans oublier les énergies renouvelables. Moscou dispose d'impressionnants atouts et le forum devrait débattre des perspectives de coopération énergétique entre la Russie et les grandes économies émergentes, mais aussi les pays africains dont le Mali. Mais au-delà des questions énergétiques, Bamako et Moscou ont à cœur d'explorer de nouvelles formes de partenariat dans plusieurs secteurs avec comme objectif la consolidation de la paix, de la stabilité et le développement de notre pays à travers un partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. De nouvelles annonces avaient d'ailleurs été faites dans ce cadre au cours du récent sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Il s'agira pour la délégation malienne, en marge de la semaine consacrée à l'énergie, d'œuvrer à la consolidation des acquis de Saint-Pétersbourg et au renforcement du partenariat existant à travers un certain nombre de rencontres inscrites à l'agenda de la délégation ministérielle. Moscou, Yaya Konaté, Brima Koulibaly pour l'ORTM. Autre volet de l'actualité de ce matin, les travaux du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA se sont ouverts hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, un espace d'échange qui permet aux pays membres de l'organisation de dresser le bilan, analyser les obstacles et tirer les enseignements. Dès le premier jour des travaux, un constat se dégage. L'espace UEMOA est confronté à de multiples crises qui ont naturellement affecté tous les secteurs de l'agriculture. Le point avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Koumba Sissé, Aruna Diarra. 8 pays qui partagent un destin commun se sont retrouvés à Ouagadougou pour parler des 20 ans de politique agricole de l'UEMOA. Une politique qui vise à booster le secteur de l'agriculture se fixe un triple objectif: contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social des États membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Après plus de 2 décennies de mise en œuvre de la PO, l'heure est au partage du bilan et à la réflexion sur les perspectives. Kako Numbupo, commissaire du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement d'Arène. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique agricole de l'Union, la commission de l'UEMOA a opéré des réformes structurelles en se dotant d'instances politiques de haut niveau, d'instruments de financement, d'outils de production de connaissances, ainsi que des cadres de dialogue technique. Mamadou Serifo Diakité, représentant du président de la commission de l'UEMOA. La finalité de ces rencontres est de faire le bilan de la mise en œuvre de la PO et de tracer les perspectives dans la dynamique d'une relecture et d'une mise en perspective de la nouvelle politique agricole de l'Union. Parmi les pays membres de l'organisation, le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire. Dans la zone UEMOA, le phénomène touche environ 12,5 millions de personnes en cette période de soudure. Boukari Sabadogo, représentant du ministre de l'Agriculture, des ressources halieutiques du Burkina Faso. La situation alimentaire et nutritionnelle des populations de mon pays ne cesse de se dégrader au cours de cette dernière décennie. Et les dernières informations sont plus qu'alarmantes, avec plus de 3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire pendant la période de soudure. Bala Keïta, directeur de la cellule de planification et de statistiques du secteur du développement rural du Mali. Et l'instrument phare que nous mettons en œuvre à partir de cette politique sur cette période, ça c'est les plans nationaux de réponse. Et le plan de réponse répond aujourd'hui de façon robuste à la prise en charge de l'insécurité alimentaire. Il est bon d'aller vers
une nouvelle réflexion basée maintenant sur l'élaboration d'un plan stratégique au niveau de la recherche agricole, ce qui est déjà en gestation. La conférence inaugurale de ce colloque a été animée par Ibrahim Mayaki, envoyé spécial de l'Union africaine. Si nous n'accélérons pas la transformation de nos systèmes alimentaires, nous allons créer des situations de vulnérabilité en termes de gouvernance, en termes politiques, évidemment en termes économiques. Le deuxième point, c'est que l'optimalité de nos solutions en termes de développement se situe au niveau régional et pas au niveau national. Le niveau national doit aider le niveau régional à être le plus efficace possible. Plusieurs sous-thèmes seront abordés au cours de ces 3 jours de travaux. Il s'agit de la production et productivité au niveau des pays membres de l'Union, la construction du marché régional agricole, les soutiens publics à l'agriculture et les enjeux de la structuration des acteurs des chaînes de valeur. Ouagadougou, Koumba Sissé, Aruna Diara pour l'ORTM. Nous allons rester sur l'actualité internationale pour dire que l'état-major français a confirmé hier les premiers départs de militaires et d'équipements français du Niger. Conformément à la planification, à la coordination en cours, environ 1400 soldats français étaient jusqu'ici déployés au Niger, à Niamey et sur des bases avancées dans le nord-est, à Walam et Tabaré-Baré. Leur retrait avait été exigé par les nouvelles autorités du Niger rapidement après leur arrivée au pouvoir à la fin de juillet. Elle avait appelé il y a quelques jours les populations à adopter une attitude pacifiste lors du passage des convois militaires français. Reconstruire sans bétonner les villages, c'est l'un des enjeux de la réhabilitation des douars montagneux décimés par le puissant séisme qui a frappé le Maroc il y a un mois. Les autorités veulent allier durabilité et respect de l'architecture traditionnelle. Le tremblement de terre du 8 septembre dernier a endommagé quelques 60 000 habitations dans près de 3 000 villages dans le Haut-Atlas et ses environs. Pour mémoire, le sinistre a fait environ 3 000 morts et 5 600 blessés, d'après le bilan des autorités diffusé à la mi-septembre. Pour la première fois depuis 50 ans, l'Afrique accueille les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cela se passe dans un contexte où le continent est percuté par de nombreuses crises, de la pandémie de Covid-19 à la guerre en Ukraine, en passant par la vague inflationniste. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de 190 pays se réunissent à Marrakech jusqu'au 15 octobre. Au menu le surendettement des pays en développement, la fragmentation de l'économie mondiale, le climat ou encore la réforme des institutions internationales. Le sommet a été maintenu à la demande du Maroc malgré le séisme qui a frappé ce pays il y a juste un mois. Face aux promesses non tenues des pays riches, les pays du Sud vont tenter de faire entendre leur voix. Leur objectif est d'être mieux présents et représentés au sein des institutions. Selon un nouveau bilan, plus de 1200 personnes sont mortes au côté israélien dans l'attaque du Hamas samedi dernier. Le nombre de blessés israéliens s'élève à 2800 selon l'armée qui a recensé 50 personnes considérées comme otages ou disparues. La bande de Gaza a été massivement bombardée par l'armée israélienne au cours de la nuit dernière. Elle affirme avoir frappé plus de 450 cibles en 24 heures. Selon l'Organisation internationale des réfugiés, pour plus de 260 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer dans la bande de Gaza en état de siège et pilonnés par des raids israéliens. Dans son dernier bilan communiqué hier à 16h45 sur Twitter, le ministère de la Santé du Hamas a pour sa part dénombré 830 morts, dont 770 dans la bande de Gaza et 4250 autres personnes blessées depuis samedi. Retour à l'actualité nationale dans un instant. Je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui 11 octobre 2023 qu'est célébrée la Journée internationale de la jeune fille. Cette journée est célébrée dans notre pays. L'objectif visé est de faire des plaidoyers, de sensibiliser la population sur les conditions des filles en matière de promotion et de protection de leurs droits. Le thème national retenu est « Pour la refondation du Mali, les filles comptent ». Là-dessus, je vous propose le compte-rendu de Inaba. La célébration de cette 12e édition offre l'opportunité de sensibiliser la population sur la condition des filles, mais aussi de dresser un bilan sur le progrès réalisé en matière de promotion et de protection des droits des filles. Dr Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Des actions concrètes et salvatrices seront menées en faveur des filles pour leur plein épanouissement en vue de les laisser diriger
ou en leur confiant les rênes des initiatives en faveur du changement. En écoutant leur point de vue, en répondant à leurs revendications et en leur ouvrant les portes des espaces décisionnels. Cette année, le thème mondial est investir dans les droits des filles, notre leadership et notre bien-être. Le Mali célèbre la journée sous le thème pour la refondation du Mali, les filles comptent. Dr Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce thème est d'autant plus pertinent et d'actualité qu'il cadre parfaitement avec les orientations et les dynamiques impulsées par les plus hautes autorités de la transition et les forces vives de la nation à faire recours à nos valeurs pour la refondation du Mali. Je voudrais ici saluer et remercier les immenses efforts du président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et de toutes les autorités de la transition pour toute l'attention accordée à la réalisation des droits de chaque fille. C'est en décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 11 octobre Journée internationale de la fille afin de porter une attention sur la situation des filles dans le monde. Voilà, vous l'aurez compris avec ce jingle, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. Une page sport traditionnellement animée le mercredi par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors football, pour commencer, les Aigles sont en regroupement et vont livrer 2 matchs amicaux dans le cadre de la fenêtre FIFA. Oui, pour cette fenêtre FIFA, les Aigles vont affronter l'Ouganda et l'Arabie Saoudite de styles différents, ce qui permettra au sélectionneur Eric Sekouchel de juger davantage le niveau de son équipe avant les échéances à venir, à savoir les éliminatoires de la Coupe du Monde qui débute au mois de novembre et surtout la phase finale de la CAN 2023 prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Par rapport aux 2 rencontres amicales internationales, les Aigles accueillent les Queens d'Ouganda ce vendredi à 19h au stade du 26 mars. Et le mardi 17 octobre, ils vont jouer au Portugal contre l'Arabie Saoudite. Hier mardi, l'équipe nationale a effectué sa première véritable séance d'entraînement. C'était au stade du 26 mars matin et soir. 24 joueurs parmi les 27 convoqués étaient présents à cette séance d'entraînement. Yves Bissouma et Moussa Djenepo, par rapport à l'entraînement du soir, n'ont pas à participer en tout cas à cette séance. Ils sont légèrement touchés. Et quant au défenseur Sikou Niagaté également, il a été ménagé hier par rapport à l'entraînement du soir. Il est légèrement blessé également. Le milieu de terrain Cheikh Doucouré lui déclare définitivement forfait pour cette rencontre. Seulement 2 joueurs étaient encore attendus. Il s'agit du milieu de terrain de Wolverhampton, Bokara Traoré, qui est arrivé hier soir, et le capitaine Amari Traoré, qui arrive ce mercredi. Parlons de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'événement approche à grands pas. Demain jeudi aura lieu le tirage au sort, un avant-goût de la compétition. Oui, le compte à rebours est lancé et l'attente est de plus en plus insoutenable pour les passionnés du football continental. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire, approche à grands pas. Le tirage au sort qui décidera du sort des 24 équipes qualifiées est prévu demain jeudi 12 octobre. Ce sera à 19h et c'est le parc des expositions d'Abidjan, l'un des lieux emblématiques en Côte d'Ivoire, qui sera le théâtre de cette cérémonie grandiose. Plusieurs légendes du football africain sont invités pour l'événement. Aridjouma, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en 4 chapeaux. La Confédération africaine de football a constitué les différents chapeaux. Les 24 équipes ont été classées en fonction de leur classement FIFA dans 4 chapeaux comprenant chacun 6 équipes. Au niveau du chapeau 1, en plus du pays hôte, la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, champion d'Afrique en titre, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Le chapeau 2 regroupe le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Dans le chapeau 3, nous avons la RD Congo, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Et le chapeau 4 est composé de la Guinée-Bissau, de l'Angola, de la Tanzanie, de la Namibie, du Mozambique et de la Gambie. Le tirage au sort est une étape cruciale pour le lancement de la CAN 2023 car il déterminera la composition des 6 groupes pour la compétition. La CAN débutera le 13 janvier 2024 et se jouera dans 5 villes. Abidjan, où il y a 2 stades, le stade Félix Houphouët-Boigny, le
Félicia et le stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimbe. Puis ce sera à Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro et Korogo, véritable vedette de cette CAN, la mascotte de la compétition. Akwaba, qui signifie bienvenue à Mbaoulé, est représentée déjà dans toutes les villes. Merci beaucoup, Alji Batina. Chronique de l'environnement. Dans la chronique environnement d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial et souvent méconnu, les déchets biomédicaux. Dans ce premier numéro, nous nous intéresserons à cette question majeure, en quoi les déchets biomédicaux diffèrent des autres types de déchets et pourquoi leur gestion est-elle si critique pour la sécurité publique et environnementale. Agibou Koulibaly pour les détails. Dans notre société, les soins de santé sont essentiels à notre bien-être, mais ils génèrent également une quantité importante de déchets. Les déchets biomédicaux ou déchets médicaux sont une catégorie particulière de déchets. Moussa Aga Hama, sous-directeur en charge de l'hygiène publique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Les déchets biomédicaux, qui sont aussi appelés des déchets médicaux ou des déchets de soins de santé, diffèrent des autres types de déchets en raison de leur nature potentiellement dangereuse. C'est des déchets qui proviennent d'établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, etc. et peuvent contenir des agents pathogènes comme des bactéries, des virus, des champignons et aussi des produits chimiques potentiellement nocifs. En raison donc de leur nature infectieuse, ces déchets peuvent entraîner des infections graves s'ils ne sont pas correctement gérés et c'est cela qui les distingue des autres déchets que nous appelons déchets assimilables aux déchets ménagers ou déchets ordinaires. Ibrahima Mariko, ingénieur sanitaire en santé environnementale, spécialité santé-sécurité au travail. Ces déchets-là sont des déchets qui sont généralement issus des activités de soins dans les établissements de santé. Donc, ils présentent des risques spécifiques pour la santé de l'homme et de son environnement. Étant donné que ça présente des risques spécifiques, c'est pourquoi ils ont un traitement aussi spécifique. Ces risques spécifiques sont liés surtout aux risques infectieux qui accompagnent ces déchets. Parmi ces déchets aussi, il y a des déchets spéciaux. Donc, ça demande un traitement spécifique. La gestion appropriée de ces déchets biomédicaux est cruciale pour la santé publique et la protection de notre environnement. Ibrahima Mariko, ingénieur sanitaire en santé environnementale, spécialité santé-sécurité au travail. Le dispositif qui entre en jeu dans le traitement de ces déchets est tout aussi différent aussi que des autres dispositifs pour les déchets ordinaires. Voilà, c'est ce qui fait un peu le côté critique pour l'environnement. Parce que si ces déchets ne sont pas gérés rationnellement comme ça se doit suivant les différentes procédures, ça peut avoir des impacts directs sur la santé humaine ou sur l'environnement qui peut encore affecter la santé de l'être humain. Moussa Aga Hama, sous-directeur en charge de l'hygiène publique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. La gestion appropriée est donc cruciale pour plusieurs raisons. D'abord, une mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner la propagation d'infections et de maladies, donc mettant ainsi en danger la santé publique. Certains de ces déchets contiennent des produits chimiques qui peuvent contaminer les sols et les eaux souterraines. Donc, s'ils ne sont pas éliminés de façon correcte. C'est pour toutes ces raisons d'ailleurs qu'il y a des procédures pour encadrer la gestion de ces déchets pour minimiser les risques pour la santé et l'environnement. Donc, leur gestion adéquate est essentielle pour protéger la sécurité publique en évitant la propagation des maladies et en préservant l'environnement contre la contamination. Selon nos interlocuteurs, il est donc impératif que les établissements de santé, les laboratoires et les cliniques médicales adoptent des procédures rigoureuses de collecte, de traitement et d'élimination des déchets biomédicaux. Voilà, à cette heure passée de 22 minutes à Kidal se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. D'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita. Les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.